La fille de 3 ans avait une fièvre de 104 degrés Fahrenheit. J'ai supplié mon mari de venir à l'hôpital. Mais il était à la fête d'anniversaire de sa maîtresse et avait éteint son téléphone. 8 heures plus tard, quand il a enfin franchi les portes de l'hôpital. Le médecin l'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'est trop tard ». Le front de ma fille m'a brûlé la paume dès que je l'ai touché. Et j'ai su que ce n'était pas un simple rhume. Il était 2 heures du matin, notre maison de banlieue dans l'Ohio était plongée dans le silence. À l'exception de ses respirations rauques et saccadées. Écoutez, je suis une assistante administrative à temps plein qui travaille en horaire décalé. Et je ne suis pas du genre à dramatiser. J'ai géré les jours de maladie, les heures supplémentaires de dernière minute et toutes les petites crises domestiques seules pendant des années. Mais une fièvre de 104 degrés Fahrenheit chez une enfant de 3 ans change tout très vite. J'ai attrapé notre thermomètre usé sur la table de chevet, les mains déjà tremblantes. L'écran numérique s'est affiché en rouge vif, confirmant le chiffre que je redoutais, 104,1. Les yeux de Lila étaient mi-clos, son petit corps mou contre ses draps à licorne. Elle ne voulait pas boire d'eau, ne répondait pas quand je murmurais son nom. Elle continuait juste à halter comme si elle ne pouvait pas reprendre suffisamment d'air. Je n'ai pas perdu une seconde pour attraper son siège auto. Mon portefeuille et notre carte d'assurance sur le comptoir de la cuisine. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Nous sommes des Américains de classe moyenne ordinaire. Nous avons un prêt immobilier fixe sur cette maison de 3 chambres. Une facture mensuelle de garderie qui engloutit un tiers de mon salaire. Et une pile de reçus de copaiements médicaux que je n'arrive jamais à classer. Mon mari s'appelle Ethan Clark, représentant commercial local qui travaille en horaire flexible. Ou du moins c'est ce qu'il m'a toujours dit. Nous n'avons pas d'argent de luxe ni de drame. Nous avons des factures. Des nuits fatiguées et un mariage qui s'est lentement essoufflé en silence depuis 2 ans. Je ne savais simplement pas à quel point il avait dérapé jusqu'à cette nuit-là. J'ai porté Lila jusqu'à notre minivan pieds nus. L'herbe d'octobre de l'Ohio froide et humide sous mes orteils. La rue était vide, toutes les maisons du quartier plongées dans l'obscurité. Chaque famille de ce pâté de maison vit la même routine, travail, école, prêt immobilier, coucher. Personne ne reste debout tard, personne ne crée de problème. C'est pourquoi toute cette histoire semble si surréaliste. Les mauvaises choses ne sont pas censées frapper des maisons de banlieue tranquilles comme la nôtre. J'ai attaché Lila dans son siège, les couverte avec ma couverture polaire la plus épaisse. Et j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un texto à Ethan en premier. Je ne voulais pas le paniquer, pas tout de suite. J'ai tapé lentement, les mains tremblantes si fort que j'ai fait 3 fautes de frappe. Lila a une fièvre de 104. Je l'emmène aux urgences de Merci. Rejoins-moi là-bas à Zap. J'ai appuyé sur envoyer et attendu que le reçu de lecture apparaisse. Il n'est jamais apparu. Pas de réponse, pas d'appel en retour, rien. J'ai appelé ensuite, en pressant le téléphone contre mon oreille pendant que je sortais de l'allée. La ligne a sonné 4 fois avant de basculer directement sur la messagerie vocale. Le message enregistré générique d'Ethan a résonné dans mon oreille, calme et décontracté. Comme s'il n'avait pas d'enfant malade à la maison. Salut, vous êtes sur le répondeur d'Ethan. Laissez un message, je vous rappellerai bientôt. J'ai raccroché et rappelé, encore et encore. Le temps que je m'engage sur l'autoroute en direction de l'hôpital. J'avais composé son numéro 7 fois. Chaque appel est allé directement sur messagerie vocale. C'est là que le premier frisson de terreur froide s'est installé dans ma poitrine. Ethan n'éteint jamais son téléphone. Pas pour dormir, pas pour le travail, pas pour quoi que ce soit. Il est toujours joignable pour ses clients, toujours en train de vérifier ses textos. Toujours disponible. C'est la seule chose dont il s'est toujours vanté, sa fiabilité téléphonique pour les affaires. Jusqu'à ce que sa fille soit en train de mourir. J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû. Les yeux brûlants de larmes que je refusais de laisser couler. Lila gémissait sur la banquette arrière, un petit son brisé qui m'ouvrait le cœur à chaque fois. Je continuais à lui parler doucement, essayant de la garder éveillée.
Reste avec moi, bébé. Encore un peu. On est presque à l'hôpital. Maman est là. Sa petite main s'est enroulée faiblement autour de mon doigt à travers l'espace du siège auto. Et je me suis juré de ne jamais la laisser traverser ça seule. Le parking des urgences de l'hôpital Merci était à moitié plein quand je suis arrivé. Les lumières du plafond étaient dures et blanches, aveuglantes après l'obscurité de l'autoroute. J'ai garé n'importe comment, sans me soucier des lignes. Et j'ai détaché Lila aussi vite que possible. Une infirmière de nuit nommée April Cox m'a accueilli aux portes automatiques avant même que je n'entre. April a vu immédiatement le visage rouge de Lila et sa respiration superficielle. Elle n'a pas perdu de temps avec des questions inutiles. Elle a attrapé un moniteur portable. M'a guidé directement vers une salle d'examen prioritaire et m'a fait allonger Lila sur la table d'examen recouverte de papier froid. La pièce sentait l'antiseptique et l'air froid, stérile et terrifiant. C'est le genre de pièce qui vous fait savoir que quelque chose de grave ne va pas. Sa fièvre monte dangereusement haut, a dit April, la voix stable mais tendue. Nous faisons des analyses de sang. Nous vérifions les infections virales et l'inflammation. Les fièvres aussi élevées chez les tout petits peuvent empirer très vite. Où est votre conjoint? J'ai ouvert la bouche pour répondre et ma gorge m'a brûlé. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas où était mon mari. Je ne savais pas pourquoi il ne répondait pas à son téléphone alors que notre enfant de 3 ans luttait pour respirer. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, les mains engourdies. Et je lui ai envoyé un message plus long et désespéré. Ethan. Lila est aux urgences. Sa fièvre ne baisse pas. J'ai besoin de toi ici tout de suite. Ce n'est pas une blague. Viens s'il te plaît. Toujours aucune réponse. Le reçu de lecture est resté vide. J'ai rappelé une fois de plus, et cette fois la ligne n'a même pas sonné. Elle est devenue morte instantanément. C'est là que j'ai su avec certitude. Il avait éteint son téléphone. Complètement. Pas en mode veille, pas en mode ne pas déranger. Éteint totalement. Je me suis assise sur la chaise en plastique dure de la salle d'examen. Les genoux qui se dérobaient sous moi. J'avais passé des années à trouver des excuses à Ethan. Je m'étais dit qu'il travaillait de longues heures pour couvrir notre prêt immobilier. Nos frais de garderie, nos factures mensuelles. J'avais ignoré les nuits tardives, les excuses vagues. La façon dont il avait lentement arrêté de demander comment s'était passée la journée de Lila. Arrêté de la border le soir, arrêté de s'asseoir avec moi sur le canapé après qu'elle soit couchée. Le mois dernier. Il m'avait dit qu'il avait une retraite de vente obligatoire le week-end à 1 heure de la ville. J'avais fait sa valise. L'avais embrassé au revoir et l'avais regardé partir sans me poser de questions. 2 semaines avant ça, il avait manqué le festival d'automne de la maternelle de Lila. En disant qu'une urgence client était survenue. J'avais souri et dit à Lila que papa travaillait dur pour nous. Même quand son petit visage s'était décomposé. J'avais enterré chaque petit drapeau rouge parce que je voulais que notre vie de classe moyenne, tranquille et stable soit réelle. Je ne voulais pas affronter le fait que mon mariage n'était qu'un joli mensonge que j'entretenais. Seul. April est revenu dans la pièce quelques minutes plus tard avec un médecin pédiatre, Roger Grant. Le docteur Grant a feuilleté le dossier des constantes initiales de Lila. Son expression devenant plus sérieuse à chaque seconde. Il a vérifié ses niveaux d'oxygène, écouté ses poumons. Pressé un stéthoscope froid sur sa petite poitrine. Son rythme respiratoire est significativement élevé. A-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Nous commençons immédiatement les fluides par intraveineuse et les médicaments pour faire baisser la fièvre. Nous devons la surveiller de près pendant les prochaines heures. Les fièvres élevées chez les tout petits peuvent entraîner des convulsions, une déshydratation, voire une insuffisance respiratoire si elle ne se stabilise pas. Votre mari est en route? J'ai hoché la tête, même si je n'en avais aucune idée. Je ne pouvais pas supporter de dire à voix haute que son père était introuvable alors qu'elle était malade.
Il arrive. Il a juste été retardé par une affaire de travail de dernière minute. Il sera bientôt là. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue. J'ai ouvert les réseaux sociaux d'Ethan sur mon téléphone. Quelque chose que je ne fais plus depuis longtemps. J'avais arrêté de faire défiler ses comptes il y a un an. Fatigué de voir des publications de travail génériques et des photos de famille vides qu'il ne postait que pour ses collègues. Mais cette nuit-là, j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir où il était, pourquoi son téléphone était éteint. Pourquoi il nous abandonnait quand nous avions le plus besoin de lui. Sa page avait été mise à jour 90 minutes plus tôt. Une photo de groupe flou prise dans un bar chic du centre-ville éclairé de lumière tamisée. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus des tables. Des cupcakes d'anniversaire décorés sur le comptoir, et une foule de gens riaient en arrière-plan. La légende était courte et décontractée. Super soirée pour célébrer quelqu'un de spécial. Reconnaissant pour les bonnes personnes. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas une retraite de travail. Ce n'était pas un dîner client. C'était une fête d'anniversaire. Une célébration. Pendant que mon bébé brûlait de fièvre dans une salle d'examen d'hôpital, mon mari faisait la fête. Buvait, riait, éteignait son téléphone pour que rien ne gâche sa soirée. J'ai zoomé sur la photo, les doigts tremblant si fort que l'écran devenait flou. Je ne reconnaissais pas la plupart des gens, mais je l'ai vue. Une femme que je n'avais jamais rencontrée, avec de longs cheveux blonds et un collier en argent. Souriant brillamment juste à côté d'Ethan. Sa tête était inclinée vers lui, son épaule frôlant son bras. C'était intime, décontracté, le genre de proximité que seuls les gens qui se fréquentent partagent. La section des commentaires confirmait tout. Plusieurs personnes souhaitaient un joyeux anniversaire à la femme mystère. Joyeux anniversaire, Zoé. Meilleure soirée ever. Zoé Barnes. C'était son nom. Une inconnue qui célébrait son anniversaire avec mon mari pendant que notre fille luttait pour sa vie. Je suis restée assise dans cette salle d'hôpital stérile. Regardant la petite poitrine de Lila se soulever et retomber en halètement saccadé. Et tous les griefs non dits des 2 dernières années m'ont submergé d'un coup. Le médecin Grant est revenu pour vérifier la perfusion de Lila, la voix douce mais ferme. Les médicaments ne font pas baisser la fièvre assez vite. Nous la transférons en observation. Nous avons besoin d'une présence parentale constante ici cette nuit. Madame, j'ai besoin que vous confirmiez l'heure d'arrivée estimée de votre mari. J'ai fixé mon écran de texto mort, les messages non lus. La photo de la fête d'anniversaire encore ouverte sur mon téléphone. La pièce semblait se refermer sur moi. 8 heures. Je ne savais pas alors que cela s'étirerait en 8 heures interminables et tortueuses d'attente. D'observation et de prière pour un miracle qui ne viendrait jamais. Je ne savais pas qu'au moment où Ethan franchirait enfin ses portes d'hôpital, tout ce que j'aimais aurait déjà disparu. Si votre poitrine se serre juste en écoutant cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous. Pardonneriez-vous une excuse de « téléphone mort » après ce niveau d'abandon? Restez ici, car les couches les plus sombres de cette trahison silencieuse arrivent encore. L'aile d'observation de l'hôpital bourdonnait d'un bourdonnement calme et incessant. Les moniteurs bipaient dans le couloir, les chaussures des infirmières grinçaient sur le carrelage. Et un bébé pleurait au loin quelque part. Il était 3h30 du matin. Et je n'avais pas bougé de la chaise en plastique à côté du lit d'hôpital de Lila depuis 40 minutes. Mon corps se sentait engourdi. Comme si j'étais sorti de moi-même et regardais simplement cette terrible nuit arriver à la famille de quelqu'un d'autre. Reste avec moi, reste ancré, je me répétais en murmurant. J'avais encore une petite étincelle d'espoir stupide et obstiné dans la poitrine. Je pensais peut-être qu'Ethan s'était juste saoulé. Peut-être que son téléphone était mort accidentellement. Peut-être qu'il sauterait dans sa voiture à tout moment et foncerait à l'hôpital. J'avais passé la moitié d'une décennie à construire ma vie autour de lui.
Donc pardonner semblait plus facile qu'accepter la vérité. Laissez-moi le dire clairement. L'amour vous fait vous accrocher à des choses brisées longtemps après qu'elles ont cessé de s'accrocher à vous. Le petit corps de Lila était maintenant branché à 3 machines différentes. Une ligne de perfusion serpentait dans son petit bras potelé, pompant fluide et antipyrétique directement dans son système. Un oxymètre de pouls clipsé à son orteil suivait ses niveaux d'oxygène. Et un moniteur de température continue était pressé sur son front, se mettant à jour toutes les 60 secondes. Les chiffres bougeaient à peine. Sa fièvre persistait juste au-dessus de 103, refusant de baisser. Refusant de laisser son corps se reposer. April passait toutes les 10 minutes pour vérifier les relevés. Elle ne m'a plus questionné sur Ethan après cette première question. Elle avait vu la façon dont je fixais mon téléphone à écran noir. La façon dont mes épaules restaient verrouillées par le stress. Elle savait. Toute infirmière qui a travaillé suffisamment longtemps aux urgences de nuit peut repérer un conjoint abandonné en 2 secondes. Elle avait vu des hommes sauter des visites à l'hôpital auparavant. Vu des familles se désagréger dans ces pièces stériles. Vu la trahison silencieuse tuer les gens plus lentement que n'importe quel virus. Je suis resté assise là à faire défiler la page de réseaux sociaux de Zoé Barnes. Mon pouce bougeant en pilote automatique. Je me disais que je cherchais une preuve, une erreur. Une raison quelconque de croire que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais chaque publication était un autre clou dans le cercueil de notre mariage. La page de Zoé était pleine de petits indices subtils que je n'avais jamais remarqués qu'Ethan laissait derrière lui. Des photos floues des mains d'un homme tenant sa tasse de café. La même alliance en argent qu'Ethan portait brillant sur le doigt. Des photos de coucher de soleil prises depuis le parking du Belvédère où Ethan disait toujours qu'il prenait ses appels professionnels. Un sweat à capuche drapé sur sa chaise de bureau. La marque grise exacte qu'il avait achetée 2 Noëls auparavant. Voici ce qui m'a brisé le plus, ce n'était pas une nouvelle aventure. C'était des mois, peut-être des années de tromperie lente et régulière. Toutes ces nuits où il disait qu'il faisait des heures supplémentaires au bureau. Il était avec elle. Tous ces week-ends, réunions clients, qui se prolongeaient tard le soir. Anniversaire, dîner, nuit paresseuse dans son appartement. J'étais ici à budgétiser chaque dollar. À sauter mes propres pauses déjeuner pour couvrir les fournitures scolaires de Lila. À plier son linge et à nettoyer sa maison pendant qu'il construisait une deuxième vie juste sous mon nez. J'ai ouvert notre application bancaire sur mon téléphone. Ma vision se brouillant de larmes non versées. J'avais évité de vérifier notre compte partagé pendant des mois parce que je détestais voir combien il nous restait peu après les factures. La vie de classe moyenne dans l'Ohio ne laisse pas beaucoup de place pour les extras. Prêt immobilier, paiement de voiture, copaiement de garderie, facture de services publics. Courses occasionnelles, nous vivions d'un chèque à l'autre. Tout comme 90% des familles de notre banlieue. Ou du moins, je le pensais. L'historique des transactions m'a fait tomber l'estomac au sol. Des retraits de $100 tous les vendredis soirs pendant 6 mois d'affilée. Des transferts Venmo aléatoires à un nom que je n'avais jamais vu auparavant. Assez petit pour passer inaperçu, assez grand pour s'accumuler en milliers de dollars. Des charges dans des restaurants chics du centre-ville où nous n'avions jamais mangé. Des boutiques de vêtements, un spa de luxe en centre-ville. Aucun de ces frais n'était professionnel. Aucun n'était familial. Tout était pour elle. J'avais économisé pour payer la prochaine facture de contrôle pédiatrique de Lila. Reporter mon propre nettoyage dentaire parce que nous ne pouvions pas nous permettre le copaiement. Pendant qu'Ethan vidait nos économies partagées pour gâter sa maîtresse. Nos économies que nous étions censés utiliser pour le fonds d'études futures de Lila. Pour les réparations de la maison, pour les urgences. Chaque sacrifice financier que j'avais fait seul avait financé son aventure secrète. Un bip doux du moniteur m'a sorti de ma spirale. Le niveau d'oxygène de Lila a chuté bas pendant une fraction de seconde. Et tout son corps a tressailli d'un petit frisson violent. Je me suis élancé en avant, attrapant sa petite main froide dans la mienne.
pressant mon front contre le sien. Sa peau brûlait encore, toujours trop chaude. Et sa respiration était toujours superficielle et laborieuse. « Je suis là, ma puce », ai-je murmuré, la voix craquant pour la première fois de la nuit. « Maman ne te quitte pas. Jamais. » Le docteur Grant est entré une minute plus tard avec une copie imprimée des résultats d'analyse de sang. Son visage était grave, n'ayant plus la neutralité professionnelle calme qu'il avait eue plus tôt. Il a tiré une chaise à côté de moi, s'asseyant lentement comme s'il choisissait ses mots avec soin. Je savais avant qu'il ne parle que les nouvelles étaient mauvaises. On apprend à lire le langage corporel en crise. Après des années à gérer chaque chose difficile seul. Les analyses confirment une infection virale sévère, a-t-il dit calmement. Elle attaque son système respiratoire de manière agressive. Nous avons augmenté la dose de perfusion et commencé une thérapie par couverture de refroidissement pour faire baisser la fièvre. Manuellement. Nous faisons tout ce que nous pouvons médicalement. Mais son corps lutte dur. Les tout-petits n'ont pas la force immunitaire des adultes. Chaque heure sans soutien parental constant augmente son risque de complications. Il a fait une pause, jetant un coup d'œil à mon téléphone silencieux sur la table de chevet. Madame ? Je dois être transparent avec vous. Le sepsis pédiatrique est un risque très réel ici. Si sa fièvre ne baisse pas dans les prochaines heures, ses organes pourraient commencer à défaillir. Nous avons besoin des 2 parents présents pour les mises à jour de consentement, pour les décisions de soins critiques. Où est votre mari ? Je ne pouvais plus mentir. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche, tranchant, douloureux et définitif. Je ne sais pas où il est. Il a éteint son téléphone. Il ne vient pas. L'expression du docteur Grant s'est adoucie, n'étant plus clinique. Il a hoché la tête une fois, lentement et avec compréhension. Comme s'il avait entendu cette histoire trop de fois auparavant. Il n'a pas insisté pour des détails, n'a pas posé de questions sur pourquoi. Il s'est juste levé et a ajusté doucement la couverture de lilas. Je vais renoncer à l'exigence de consentement des 2 parents pour les soins d'urgence. A-t-il dit. Vous avez pleine autorité légale pour prendre toutes les décisions médicales pour votre fille. Nous n'allons pas retarder le traitement en attendant pour lui. Mais je dois vous demander de vous préparer. Ce sera un long combat brutal pour elle. Après son départ, le silence de la pièce m'a submergé plus fort qu'avant. 4 heures du matin. 4 heures depuis que j'avais envoyé le premier texto à Ethan. 4 heures que mon bébé luttait pour respirer. 4 heures que j'étais assise seule dans une salle d'hôpital. 4 heures qu'il célébrait l'anniversaire d'une autre femme sans une seule pensée pour son enfant. J'ai essayé son téléphone une dernière fois, purement par réflexe. La ligne était toujours morte. Pas de sonnerie, pas d'invite de messagerie, rien. Il avait fait son choix des heures plus tôt. Il avait choisi la fête de Zoé, son rire, sa célébration d'anniversaire. Plutôt que la vie de notre fille. Il n'y avait pas d'accident, pas d'erreur, pas d'excuse. C'était intentionnel. Froid. Calculé. J'ai ouvert le groupe Facebook privé de notre quartier sur mon téléphone. Une page pour les parents et résidents locaux que je consulte rarement. Les ragots de petites villes de banlieue se propagent plus vite que le feu de prairie. Même dans notre quartier tranquille et poli. Les gens vous sourient à l'épicerie, vous font signe quand vous marchez dans votre allée. Puis parlent de vous derrière les portes closes après la tombée de la nuit. Une publication récente du tableau d'affichage d'un bar local m'a arrêté net. Une photo de groupe horodatée 3 heures plus tôt. Tagué au lounge du centre-ville où se déroulait la fête d'Ethan. Il était là, en plein centre, souriant avec un verre à la main. Le bras nonchalamment passé autour des épaules de Zoé Barnes. Ils avaient l'air heureux. Détendus. Insouciants. Complètement inconscients que notre monde s'effondrait à 6 miles de là à l'hôpital Merci. L'une des commentatrices était une femme de notre quartier, Tammy Lynn. Une mère au foyer avec qui j'avais discuté à la dépose de la maternelle des dizaines de fois.
Son commentaire était court et sarcastique, caché dans un fil que j'ai presque manqué. Je ne savais pas qu'Ethan Clark avait une nouvelle copine. La pauvre épouse a toujours l'air si seule aux événements communautaires. Ma poitrine s'est serrée si fort que je pouvais à peine respirer. Tout le quartier savait. Les gens à qui je faisais signe, avec qui je faisais la conversation, à qui je confiais la sécurité de mon enfant lors des événements scolaires, ils savaient tous que mon mari me trompait. Il m'avait vu arriver seul à chaque soirée familiale, chaque fonction scolaire, chaque barbecue de quartier, et ils avaient murmuré dans mon dos. Ils avaient eu pitié de moi pendant des mois pendant que je restais complètement inconsciente, enfermée dans ma bulle de normalité forcée. J'avais passé si longtemps à prioriser la réputation de notre famille, à garder nos problèmes silencieux, à éviter les conflits pour préserver notre vie de banlieue parfaite. Je ne m'étais jamais plainte des absences d'Ethan à personne, je n'avais jamais vanté à des amis. Je n'avais jamais demandé d'aide. J'avais porté chaque fardeau seul pour protéger notre image de fausse famille heureuse. Et tout le monde avait simplement regardé en silence. L'horloge a dépassé 5 heures du matin. Le ciel dehors par les fenêtres de l'hôpital est devenu gris pâle. Une lumière faible s'infiltrant sur les toits de l'Ohio. La nuit se terminait, mais l'état de Lila ne s'améliorait pas. Sa fièvre restait obstinément à 102,9, ses respirations toujours superficielles et forcées. Les moniteurs continuaient leur bip régulier et anxieux, comptant chaque minute qui passait. J'étais réveillé depuis plus de 24 heures à ce stade. Mes yeux brûlaient, mon dos faisait mal. Mes pieds étaient encore nus et froids depuis que j'étais sorti de la maison des heures plus tôt. Je n'avais rien mangé, rien bu, je n'avais pas bougé d'un centimètre du côté de Lila. Tout ce que je pouvais faire était de fixer son petit visage, prier pour que sa fièvre baisse. Et attendre un mari que je savais au fond de moi ne viendrait jamais à temps. 5 heures écoulées. 3 heures restantes. 3 heures de plus à regarder ma fille s'éteindre. 3 heures de plus à rester avec la vérité brutale que l'homme pour qui j'avais construit toute ma vie d'adulte n'aimait pas assez notre famille pour la sauver. Et je n'avais toujours aucune idée à quel point les 3 prochaines heures empireraient. Ou à quel point cette nuit briserait définitivement chaque partie de moi. 6 heures du matin. Le soleil a dépassé la ligne des arbres de la banlieue de l'Ohio, répandant une lumière fine et délavée à travers la fenêtre de l'hôpital. C'était le début d'un jour de semaine ordinaire. Les parents réveilleraient bientôt leurs enfants pour la maternelle. Les navetteurs démarreraient leurs moteurs de voiture. Les cafés retourneraient leurs panneaux, ouverts. La vie normale avançait sans nous. Pendant que j'étais piégé dans un cauchemar qui ne finissait pas. 6 heures complètes depuis que j'avais supplié Ethan de venir pour la première fois. 6 heures de silence radio. Mon téléphone n'avait toujours pas bipé avec un seul texto, appel ou notification de sa part. L'écran restait noir, un rappel silencieux et cruel de l'endroit où se trouvaient ses priorités. J'avais arrêté de le vérifier toutes les minutes à ce moment-là. L'espoir ne s'estompe pas simplement, il durcit en une douleur sourde et lourde dans vos os. L'état de Lila avait cessé de se stabiliser. Il empirait, vite. Sa température est remontée à 103. 8 malgré la couverture de refroidissement enroulée autour de son petit corps et les médicaments par intraveineuse 24 heures sur 24. Ses niveaux d'oxygène fluctuaient de manière erratique, chutant assez bas plusieurs fois pour que le moniteur émette des bips aigus et urgents qui faisaient bondir mon cœur à chaque fois. Chaque alarme ressemblait à un avertissement que je n'avais pas le pouvoir de réparer. April s'est précipité avec un thérapeute respiratoire après une alerte particulièrement effrayante. Ils ont ajusté la canule nasale de Lila, vérifié le débit de sa perfusion et remplacé la couverture de refroidissement par une nouvelle. Leur mouvement était rapide, entraîné. Tendu, le genre de vitesse réservée aux patients qui glissent. Ces marqueurs inflammatoires montent en flèche, a dit April calmement. Une fois qu'ils avaient terminé les ajustements. Son corps ne peut pas continuer à lutter contre ce virus seul. Nous préparons un protocole de soins de niveau supérieur. L'équipe de l'unité de soins intensifs pédiatriques est en attente si
Elle s'effondre à nouveau. J'ai regardé le visage rouge et épuisé de ma fille. Et une rage calme et froide a enfin brûlé à travers mon engourdissement. Ce n'était plus de la panique. Ce n'était plus du chagrin. C'était de la colère pure et non filtrée. Ethan était là-bas quelque part, en train de dessouler d'une nuit de fête. Pendant que notre enfant luttait pour chaque souffle. Il avait choisi la célébration d'anniversaire d'une inconnue plutôt que sa famille. Et maintenant Lila payait le prix de son égoïsme. Je repensais à chaque promesse vide qu'il m'avait jamais faite. Je serai toujours là pour toi et Lila. La famille passe en premier pour moi. Vous êtes mon monde entier. Je m'étais accroché à ces mots pendant chaque nuit tardive, chaque fête manquée. Chaque week-end solitaire. J'avais excusé ses absences, défendu son éthique de travail auprès des amis et de la famille. Et réorganisé toute ma vie pour accommoder son emploi du temps. Tout cela était un mensonge. Chaque mot. J'ai ouvert le site web du tribunal familial de notre comté sur mon téléphone. Les doigts stables pour la première fois de la nuit. Le chagrin vous rend tremblant, mais la colère vous rend précis. Je n'ai pas pleuré en parcourant la page pour les dépôts de garde d'urgence et les directives de soutien conjugal. Je n'ai pas hésité en lisant les règles de l'État pour la division des biens matrimoniaux en Ohio. Pendant des années, j'avais eu peur de secouer le bateau, de briser notre fausse famille parfaite. Cette peur avait disparu. Voici la vérité honnête sur les ruptures de mariage de classe moyenne dont personne ne parle. Ce n'est jamais juste la tromperie. C'est la trahison financière qui vous détruit. Je travaillais un emploi administratif horaire de 35 heures sans congé maladie payé, sans prime. Sans flexibilité. Chaque cent que je gagnais allait directement dans les coûts du ménage et les soins de Lila. Ethan travaillait un emploi salarié avec des augmentations annuelles. Des primes clients et un compte de dépenses d'entreprise et il avait caché chaque centime supplémentaire pendant que je vidais nos fonds communs. J'ai trouvé un email oublié enfoui profondément dans ma boîte de réception. Un que j'avais ignoré des mois auparavant. C'était une alerte bancaire pour un compte d'épargne personnelle secondaire qu'Ethan avait ouvert à son nom seul, complètement séparé de notre compte ménage partagé. Il y déposait ses primes professionnelles depuis plus d'1 an. Mettant de côté près de 15 000 $ dont je n'avais jamais eu connaissance. De l'argent qui aurait pu couvrir nos factures médicales croissantes. Réparer notre système HVAC cassé de la maison, construire un vrai filet de sécurité pour Lila. Au lieu de cela, il l'avait thésaurisé pour sa double vie secrète. C'est le tournant que aucune histoire romantique ne raconte jamais. Le trompeur ne vole pas seulement votre amour. Il vole votre sécurité, votre avenir. La stabilité de votre enfant pour son propre plaisir temporaire. Un coup doux à la porte de la salle d'examen m'a sorti de mes pensées. C'était mon ami de bureau Zoé Henderson, pas sa maîtresse. Zoé Barnes était le nom de l'autre femme, un détail qui me tordait encore plus l'estomac. Elle m'avait envoyé un texto des heures plus tôt pour vérifier quand j'avais manqué notre pointage. Du matin. J'avais complètement oublié le travail, tout sauf Lila. Elle était venue directement à l'hôpital après ma réponse vague et paniquée à 4 heures du matin. Elle se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte avec un sac en papier de bouteille d'eau froide et de cracker nature, les cheveux en désordre, encore en sweatpants et sweat à capuche. Elle n'a pas dit « Je suis désolé que ça arrive ». Elle ne m'a pas donné de platitude vide. Elle s'est juste approchée, a posé le sac et m'a serré l'épaule fort. « J'ai couvert ton shift aujourd'hui », a-t-elle dit calmement. J'ai dit à la direction que tu avais une urgence médicale familiale. Pas de question. Pas de point sur ton dossier d'assiduité. J'ai aussi envoyé un texto à la garderie pour leur dire que Lila ne viendrait pas, pour qu'ils ne nous facturent pas les frais d'annulation tardive. Des larmes ont piqué mes yeux, la première émotion douce que j'avais ressentie de toute la nuit. Pendant que mon mari nous abandonnait, mon ami est venu sans hésitation. Gérant les tâches administratives ennuyeuses et pratiques pour lesquelles je n'avais pas la capacité. Pendant qu'Ethan faisait la fête, Zoé protégeait mon emploi, mes finances, ma paix.
Il me trompe, ai-je dit platement, sans préambule, sans honte. J'étais trop fatigué pour faire semblant plus longtemps. Il est à une fête d'anniversaire d'une femme en centre-ville. Il a éteint son téléphone. Il l'a laissé ici tomber malade seul. Le visage de Zoé s'est durci instantanément. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle avait l'air de s'y attendre. Comme si elle l'avait soupçonné pendant des mois mais n'avait pas voulu me briser le cœur en le disant à voix haute. Je l'ai vu en mars, a-t-elle dit lentement. J'étais en centre-ville pour prendre le dîner. Et il était assis dans ce lounge sur le toit avec une fille blonde. Il se tenait la main. Je me suis dit que je me trompais, que c'était une cliente. Que je ne devais pas créer de problème. Je suis vraiment désolé de n'avoir rien dit. Cette petite confession retardée a défait une autre couche de mon déni soigneusement construit. Tout le monde savait. Ma collègue, mes voisins, des inconnus aléatoires dans les bars. Tout le monde sauf moi. J'avais été la dernière personne à m'accrocher à un mariage qui était mort bien avant que Lila tombe malade. Zoé est restée avec moi pendant 1 heure, assise silencieusement sur la chaise à côté de moi. M'apportant des gorgées d'eau, regardant Lila avec une préoccupation douce. Elle ne m'a pas poussé à parler, ne m'a pas pressé de me sentir mieux. Elle existait juste là avec moi dans l'horreur silencieuse de tout cela. Avant de partir, elle a sorti de l'argent de son portefeuille et l'a posé sur le comptoir pour les frais de stationnement de l'hôpital, m'a dit qu'elle reviendrait après son shift. 7 heures du matin. 7 heures depuis ma première supplication. L'hôpital passait du shift de nuit au shift de jour, de nouvelles infirmières et médecins tournant. Le calme silencieux de la nuit s'estompa en pas matinaux occupés. Mise à jour de dossiers et contrôle de routine. Le monde se réveillait, mais Lila s'éteignait davantage. Le docteur Grant est revenu avec le panel de laboratoire complet du matin, le visage grave. Il s'est appuyé contre le mur, la voix basse et sérieuse, n'essayant plus d'adoucir le coup. Son infection a progressé vers un sepsis pédiatrique précoce. Nous avons administré des antibiotiques à large spectre. Mais son corps ne répond pas bien. Sa fonction respiratoire décline rapidement. Nous l'intubons pour soutenir sa respiration. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Intubation. Ma petite fille de 3 ans, qui détestait même avoir un pansement sur la peau, allait avoir un tube respiratoire placé dans sa gorge. Je l'avais tenue à travers chaque rhume, chaque égratignure, chaque maladie mineure toute sa vie. Je n'avais jamais pu la protéger de quelque chose d'aussi grand, d'aussi mortel. Nous devons la transférer immédiatement en USIP, a continué le docteur Grant. Ses constantes sont instables. Et chaque heure qui passe sans présence parentale constante aggrave son pronostic. Madame ? Je dois vous demander à nouveau, votre mari a-t-il eu un quelconque contact ? J'ai secoué la tête. La gorge serrée et rauque. Rien. 0 contact. Il a hoché la tête, l'expression lourde de pitié. Je vais faire monter l'ordre de soins d'urgence. Nous n'avons pas besoin de son consentement pour un traitement qui sauve des vies. Mais je dois vous demander de vous préparer. L'heure qui vient est critique. Si son système ne répond pas à l'intubation et aux antibiotiques, l'issue sera fatale. Ils ont roulé le lit de Lila dans le couloir vers l'unité de soins intensifs pédiatriques. Et j'ai marché juste à côté d'elle, serrant sa petite main à travers les barreaux. Les lumières vives de l'hôpital du matin se brouillaient à travers mes larmes. Je continuais à lui parler, même si elle ne pouvait pas répondre. Même si ses yeux étaient fermés et son corps mou. Je suis là, Lila Bug. Je ne te quitte pas, batte-toi fort pour moi, bébé. S'il te plaît. Bats-toi. Alors que nous tournions au coin vers l'entrée de l'unité de soins intensifs. Mon téléphone a vibré pour la première fois en 7 heures. Une seule notification. Un message d'Ethan. Il était court, négligent, complètement inconscient de l'enfer que nous vivions toute la nuit. Désolé chérie.
Téléphone mort. En route pour l'hôpital maintenant. Serai là dans 10. 7 heures de silence, 7 heures que ma fille luttait pour sa vie. 7 heures que j'étais seul et terrifié et sa seule explication était un téléphone mort. Pas d'excuses, pas d'urgence, pas de peur. Juste une mise à jour décontractée comme s'il était en retard pour des courses à l'épicerie. J'ai fixé le texto jusqu'à ce que ma vision se brouille. Jusqu'à ce que les portes de l'USIP se ferment derrière nous. 10 minutes. Après 8 heures totales d'attente, il arrivait enfin. Mais je savais déjà, au plus profond de mes os, qu'il était bien trop tard. L'USIP sentait l'air stérile et le désespoir silencieux. C'est un type différent d'aile d'hôpital. Pas de bavardage bruyant, pas de télévision en salle d'attente, pas de visiteurs distraits. Chaque son est net et intentionnel, clic de ventilateur, bip de moniteur, pas doux. Murmure bas des infirmières mettant à jour les dossiers. Chaque famille ici attend un miracle. Et la plupart d'entre nous savons que nous pourrions ne pas en obtenir un. Je suis resté figé à côté du lit de Lila. Mon pouce caressant encore le dos de sa petite main froide. Le ventilateur respirait pour elle maintenant. Des pompes mécaniques régulières envoyant de l'air dans ses poumons quand son corps ne pouvait plus le soutenir seul. L'avoir intubé a brisé quelque chose de silencieux en moi. Ma petite fille vive et rieuse qui courait en cercle dans le salon, qui chantait des comptines fausses en coloriant, était complètement immobile. Non réactive. Piégée dans un corps qui lui faisait défaut rapidement. Je continuais à rejouer le texto d'Ethan encore et encore dans ma tête. Désolé chérie, téléphone mort. En route maintenant. C'était si décontracté, si vide de culpabilité ou de panique. Comme s'il avait manqué une réservation au restaurant au lieu de l'urgence médicale critique de sa fille. Un téléphone mort n'était pas un accident. Je le savais mieux maintenant. Il l'avait éteint intentionnellement pour m'exclure. Pour garder sa soirée de fête d'anniversaire parfaite et insouciante ininterrompue. Il avait mis notre vie entière en sourdine pour quelques heures de plus de plaisir avec Zoé. J'ai regardé les chiffres du moniteur de l'USIP monter et descendre. Chaque fluctuation un petit coup de poing dans le ventre. Sa fièvre refusait de baisser. Planant juste au-dessus de 103 degrés malgré toutes les interventions médicales qu'il administrait. Le sepsis se propageait plus vite que les antibiotiques ne pouvaient le combattre. Rampant dans son flux sanguin et usant chaque organe vital. L'infirmière de jour de l'USIP, ami porteur, vérifiait ses lignes toutes les 2 minutes. Le visage tendu par le stress professionnel. Nous poussons des antibiotiques de 2e ligne, a-t-elle expliqué calmement. Sans attendre de réponse, juste pour me tenir informé. Ces constantes évoluent de manière instable. Nous faisons tout ce qui est médicalement possible. Mais son corps ne répond pas de manière appropriée. Le sepsis pédiatrique avance extrêmement vite. Les 30 prochaines minutes définiront son issue. 30 minutes. Je me suis rassise sur la chaise étroite pour visiteur. Les jambes cédant enfin après 8 heures debout, à faire les 100 pas, à paniquer. Je n'avais pas pleuré fort de toute la nuit, pas même quand je savais qu'Ethan trompait. Pas même quand ils ont roulé mon bébé en soins intensifs. Mais maintenant, en fixant son corps branché aux machines, incapable de lutter seul. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Je ne sanglotais pas. Je ne faisais aucun son. Je restais juste assise là et laissais le poids de chaque année solitaire s'abattre sur moi. Laissez-moi revenir un peu en arrière et le dire clairement. Ce n'était pas juste une mauvaise nuit. C'était des années d'abandon progressif emballées comme une vie de mariage de classe moyenne normale. Pendant 2 années complètes, Ethan s'était lentement retiré de nous. Il avait arrêté de venir à la routine du coucher de Lila. Il avait arrêté de demander comment s'était passée ma semaine de travail. Il avait arrêté de contribuer aux tâches ménagères. Arrêté de réparer le robinet qui fuyait de la salle de bain. Arrêté de tondre la pelouse le week-end. Je faisais tout. Je travaillais mon shift horaire, je m'occupais de Lila, je maintenais la maison. Je payais chaque facture à temps.
Et je trouvais encore du temps pour m'assurer qu'il avait des vêtements propres et des repas chauds. Je le faisais parce que je croyais en la version de famille que nous nous étions promise. Je pensais que le mariage consistait à se présenter même quand c'est ennuyeux. Même quand c'est fatigant, même quand on n'en a pas envie. Il s'avère que j'étais la seule à me présenter. Pendant que j'essayais de construire la stabilité ici. Il construisait une vie parallèle avec une femme qui ne lui demandait rien. Qui ne lui donnait que du plaisir, de la liberté et aucune responsabilité. J'ai ouvert à nouveau les détails de son compte d'épargne caché sur mon téléphone. Le document que j'avais trouvé enfoui dans mon email. 15 000 $ mis de côté. De l'argent qu'il avait caché pour pouvoir partir quand il le voulait, pour gâter sa maîtresse. Pour financer ses nuits secrètes dehors. Pendant ce temps, je mettais les copaiements des ordonnances de Lila sur ma carte de crédit personnelle. Portant une dette renouvelable mois après mois parce que nous ne pouvions pas nous permettre de la rembourser. Nous ne pouvions pas nous le permettre pour notre fille. Mais il pouvait se permettre une vie entière séparée. Une administratrice de l'hôpital est entrée brièvement pour confirmer mes papiers. Vérifiant le consentement d'urgence en tant que parent seul pour tous les traitements en cours. Elle a mentionné en passant que le nom d'Ethan était listé comme contact d'urgence principal sur tous les dossiers médicaux de Lila, un détail qui m'a brûlé la poitrine. Pendant des années, j'avais mis son nom en premier par respect. Par espoir qu'il se montrerait quand ça compterait le plus. Maintenant ça ressemblait à la blague la plus cruelle de toutes. 8 heures du matin. Exactement 8 heures depuis que j'avais envoyé ce premier texto désespéré à minuit. 8 heures de supplication, d'attente, de lutte seule. J'ai entendu le son de pas précipités dans le couloir à l'extérieur des portes de l'USIP. Bruyant et irrégulier comparé au pas calme et entraîné du personnel. Je savais que c'était lui avant même qu'il n'entre. Ethan est passé par l'embrasure de la porte, échevelé et les yeux vitreux. Portant encore la même chemise à col de la veille. Elle était froissée, sentant vaguement la bière et un parfum vanillé qui n'était pas le mien. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux injectés de sang comme s'il avait bu tard et dormi pour dessouler dans sa voiture pendant le trajet. Il avait l'air épuisé, oui, mais pas dévasté. Pas coupable. Pas terrifié. Il avait l'air d'un gars qui avait trop dormi et était en retard à une réunion de travail. Obligatoire. Il a balayé la pièce rapidement, atterrissant d'abord sur moi. Puis sur le corps intubé de Lila dans le lit d'hôpital. Pendant une demi-seconde, un éclair de choc a traversé son visage. Mais il est parti si vite que j'ai presque manqué ça. Il a ouvert la bouche pour parler avant même d'approcher le lit, prêt avec son excuse répétée. Bébé, je suis vraiment désolé. Mon téléphone est complètement mort hier soir. Je n'avais aucun moyen de le charger. Je me suis levé et l'ai coupé froidement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Ma voix était plate, vide, dépourvue de chaque once d'amour que j'avais jamais eu pour lui. Ne fais pas ça. Juste. Ne fais pas ça. Il s'est figé au milieu de sa phrase, clairement choqué par mon ton. Il était habitué à ce que je lui pardonne, habitué à ce que je m'adoucisse. Habitué à ce que je nettoie ses bêtises et accepte ses excuses paresseuses. Il ne m'avait jamais vu froide. Jamais vu complètement inflexible. J'ai vu les photos, ai-je dit, en le regardant droit dans ses yeux coupables. J'ai vu la fête d'anniversaire. J'ai vu elle à côté de toi. Ton téléphone n'est pas mort. Tu l'as éteint. Tu as choisi de la célébrer elle plutôt que ta fille mourante. Ne me mens plus. Je n'ai plus l'énergie de faire semblant avec toi. Le visage d'Ethan s'est vidé de couleur instantanément. Sa posture décontractée et défensive s'est effondrée. Il a trébuché sur ses mots, essayant de réparer le récit. De le tordre en quelque chose de moins impardonnable. Ce n'était pas comme ça, d'accord? C'était juste une réunion de travail, ça a dérapé. Je ne savais pas que Lila était si malade. Tu as éteint ton téléphone, ai-je répété, plus lentement, plus durement.
Tu as éliminé chaque façon dont je pouvais te joindre pendant que je conduisais notre enfant malade aux urgences. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu t'en fichais juste. Avant qu'il ne puisse argumenter davantage, le docteur Grant est entré dans la chambre de l'USIP. Il avait fini d'examiner les constantes mises à jour de Lila. Son visage complètement indéchiffrable. Ne retenant plus les mauvaises nouvelles pour épargner les sentiments parentaux. Il est passé directement devant la posture troublée et coupable d'Ethan et s'est tenu devant le lit d'hôpital, vérifiant le moniteur une dernière fois. La pièce est devenue complètement silencieuse. Les seuls sons étaient le bourdonnement régulier du ventilateur et le bip rapide et anxieux du moniteur cardiaque. Ethan a arrêté de parler. Ses épaules se verrouillant comme s'il pouvait déjà sentir le verdict à venir. Le docteur Grant s'est finalement tourné pour lui faire face, le regard tranchant, inflexible. Sans pitié pour le père qui avait abandonné son enfant pendant 8 heures critiques. Il n'a pas adouci son ton, n'a pas dilué la vérité pour le bien de la fierté d'Ethan. C'est trop tard. Les deux mots sont restés suspendus dans l'air comme de l'électricité statique, épais. Étouffant et irréversible. Le temps s'est arrêté. Les moniteurs semblaient se taire pendant un seul battement de cœur. J'ai regardé le visage d'Ethan s'effondrer en temps réel, le déni s'en allant. L'horreur s'enfonçant enfin après 8 heures d'ignorance égoïste. Le docteur Grant a continué de manière stable et professionnelle. Délivrant la pire nouvelle qu'un parent puisse entendre. Son sepsis a progressé vers une défaillance multi-organe complète. Les 8 heures de retardant. Les soins critiques ont éliminé chaque fenêtre de récupération que nous avions. Nous avons épuisé toutes les interventions d'urgence. Il n'y a plus rien que nous puissions faire pour la sauver. Ethan a reculé en trébuchant, heurtant le mur derrière lui, les mains volant à sa bouche. Il a émis un son brisé et haletant, la première vraie émotion qu'il avait montrée de toute la nuit. Non. Non, ce n'est pas possible. Je viens juste d'arriver. Elle va bien. Elle était juste malade. Elle luttait pour sa vie seule pendant 8 heures, a dit le docteur Grant fermement. Tranchant à travers son déni. Chaque écart de présence parentale pendant un sepsis critique pédiatrique réduit drastiquement les chances de survie. Vous étiez injoignable pendant la fenêtre la plus critique de son traitement. Votre absence lui a coûté chaque chance qu'elle avait. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là à côté du lit de ma fille. Fixant l'homme qui avait détruit toute notre famille avec une nuit de choix égoïstes. Tout le pardon silencieux, toutes les années de sacrifice. Tout l'espoir auquel je m'étais accroché pour notre petite famille est mort à cet instant précis. En même temps que Lila. Ethan s'est glissé le long du mur jusqu'au sol, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ressentant enfin la terreur et le chagrin que j'avais vécu seul toute la nuit. Mais ces larmes ne signifiaient rien. Son regret était inutile. Ses excuses ne pouvaient pas inverser 8 heures d'obscurité. Ne pouvaient pas réparer les dommages irréversibles qu'il avait causés. Alors que l'équipe médicale commençait lentement à réduire les interventions. Se préparant à l'inévitable, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Mes mains étaient stables, mon esprit clair à travers l'engourdissement. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai ouvert les formulaires de réclamation civile pour mort injustifié de l'Ohio. Prêt à commencer le long processus brutal pour le tenir responsable de chaque chose qu'il avait brisé. Le bourdonnement du ventilateur a ralenti en un ronronnement faible et s'éteignant au cours des 10 minutes suivantes. Je suis resté juste à côté du lit de Lila, les doigts enroulés lâchement autour des siens. Plus de larmes à verser. L'engourdissement s'était installé profondément dans mes os. Un brouillard froid et vide qui brouillait chaque son et chaque mouvement autour de moi. Le chagrin ne crie pas toujours. Parfois il vous vide simplement complètement. Ne laissant rien d'autre qu'un espace creux et silencieux là où tout votre monde se trouvait. Autrefois. L'équipe médicale travaillait méthodiquement, sans hâte, sans faux espoir. Ils ont réduit le soutien ventilatoire étape par étape.
Surveillance et constante défaillante jusqu'à ce que le moniteur cardiaque s'aplatisse avec un long bip régulier. Ce seul ton s'est gravé dans mon cerveau, tranchant et sans fin. Un son que je savais que j'entendrais dans chaque pièce silencieuse pour le reste de ma vie. Le docteur Grant a pressé une couverture douce sur le corps immobile de Lila, couvrant son petit corps avec un soin doux et entraîné. Il nous a donné quelques minutes de silence privé avant de parler à nouveau. La voix basse et compatissante, dépouillée de tout professionnalisme clinique. Heure du décès. 8h13 du matin. Ces 4 mots simples ont tout finalisé. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de seconde chance. Pas de reprise pour la nuit où Ethan a choisi une fête plutôt que notre enfant. Tous les si, toutes les prières désespérées. Tous les marchandages silencieux que j'avais faits avec l'univers ont disparu en un instant. Ma fille était partie, et ce n'était pas un accident aléatoire de maladie. C'était un choix. Son choix. Ethan était encore affalé sur le sol, le dos pressé contre le mur froid de l'hôpital. Le visage enfoui dans ses mains. Il avait arrêté de faire du bruit, arrêté de halter et de supplier. Maintenant il tremblait juste silencieusement. Tout son corps tremblant d'un chagrin retardé et inutile. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Chaque centimètre de lui puait l'égoïsme qui avait tué mon bébé. Écoutez, je ne suis pas une personne cruelle. Je n'ai jamais souhaité de douleur à personne. Même pendant nos disputes maritales les plus solitaires. Mais à ce moment-là, en fixant le corps sans vie de ma fille, je n'ai ressenti zéro sympathie pour l'homme qui pleurait sur le sol. Le chagrin est obligatoire pour les parents. Le regret est un choix qu'il a fait bien trop tard pour que ça compte. Je suis passé en pilote automatique après ça. J'ai signé seul les papiers post-mortem de l'hôpital. J'ai confirmé les détails de remise au funérarium par moi-même. J'ai répondu à chaque question du personnel infirmier, de l'administratrice de l'hôpital, du coordinateur de deuil sans un seul bégaiement. J'ai fait tout ce qu'un parent en deuil devrait faire pendant qu'Ethan restait figé sur le sol. Incapable de fonctionner, incapable de se montrer même dans notre moment final de perte. En milieu de matinée, la nouvelle s'était déjà propagée dans notre petit quartier de banlieue. Le chagrin et les ragots de petites villes de l'Ohio voyagent à la même vitesse brutale. Mon ami de bureau Zoé est arrivé dans le hall de l'hôpital avec une couverture pliée et une bouteille d'eau, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Le groupe de discussion du quartier avait déjà explosé de murmures et de demi-vérités. Les résidents disséquant notre tragédie comme des nouvelles de week-end décontractées. Tamiline, la voisine qui avait commenté l'aventure d'Ethan des mois auparavant, a posté un long message de condoléances performatif sur la page du quartier. Elle parlait de tenir ma famille dans ses prières, de combien la vie était injuste. De comment elle ne pouvait pas imaginer notre douleur. Ça m'a rendu malade. Aucun d'eux n'a dit un mot sur la vérité. Aucun d'eux n'a dénoncé le choix d'Ethan. Ils voulaient tous me pleurer maintenant. Mais ils m'avaient tous regardé souffrir seul pendant des années et n'avaient rien dit. Ethan s'est enfin levé 1 heure plus tard, les jambes raides, le visage gonflé et rouge. Il a essayé d'attraper ma main, ses mouvements lents et hésitants. Comme s'il pensait qu'un seul toucher pouvait tout réparer qu'il avait brisé. J'ai reculé avant que ses doigts ne puissent frôler les miens. Le mouvement automatique est sans hésitation. Je suis vraiment désolé, a-t-il murmuré. La voix brisée et rauque. Je passerai chaque jour à réparer ça. Je ferai n'importe quoi. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Je l'ai regardé sans expression, ni colère, ni tristesse, ni ressentiment même. Juste une indifférence vide et terminée. Il n'y a rien que tu puisses faire pour réparer ça. Rien. Tu n'as aucune rédemption pour ça. Pas de pardon. Pas de seconde chance. Son visage s'est encore plus effondré. J'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne réfléchissais pas. Tu réfléchissais, les jeux coupés,
la voix stable et froide. Tu réfléchissais à sa fête d'anniversaire. Tu réfléchissais à ta nuit libre des responsabilités de père et de mari. Tu as pensé à toi pendant 8 heures d'affilée pendant que notre fille mourait. Ne prétends pas que c'était une erreur. C'était une priorité. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les preuves que j'avais compilées pendant la nuit. Les relevés du compte d'épargne caché, les transferts Venmo à Zoé, les photos du bar. Les mois de dépenses secrètes qu'il avait cachées à notre famille. Ses yeux ont balayé l'écran, son visage se vidant de chaque dernière goutte de couleur. J'ai déposé une demande de séparation formelle ce matin, lui ai-je dit platement. J'ai soumis une documentation de fraude financière matrimoniale. D'abandon pendant une urgence médicale et de mise en danger négligente au tribunal familial. Je dépose aussi une réclamation civile pour mort injustifiée. La loi de l'Ohio reconnaît la négligence parentale et la mise en danger imprudente dans les décès pédiatriques. Tu seras tenu légalement responsable. Ethan a reculé en trébuchant, stupéfait. Tu me poursuis en justice? Nous venons juste de perdre notre fille. Comment peux-tu faire ça? Maintenant? Parce que tu as ruiné chaque filet de sécurité légal et financier que nous avions. Ai-je répondu. Tu as volé nos économies, menti sur tes allées et venues, abandonné ton devoir parental. Et contribué directement à la mort de Lila. Tu n'as pas le droit de t'en aller avec une conscience propre et un nouveau départ avec ta maîtresse. Tu as les conséquences que tu as méritées. Il a essayé d'argumenter, essayé de supplier pour de la clémence. Essayé de prétendre que le chagrin l'avait assez puni. Mais je m'en allais déjà. Je l'ai laissé debout seul dans la chambre vide de l'USIP. À côté du lit d'hôpital vacant de notre fille, entouré du silence de son échec irréversible. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de froide réalité bureaucratique. J'ai déménagé de notre maison de banlieue en 3 jours. Louant un petit appartement d'une chambre à 10 minutes de l'autre côté de la ville. J'ai laissé chaque photo de famille, chaque meuble. Chaque souvenir que nous avions construit ensemble. Je ne supportais pas d'être dans la maison où j'avais élevé Lila seule pendant qu'Ethan vivait une double vie. Le prêt immobilier sur notre maison matrimoniale est devenu la responsabilité exclusive d'Ethan. Selon l'ordonnance temporaire du tribunal. Le juge a examiné rapidement mes preuves de tromperie financière et d'abandon matrimonial. Gelant tous les actifs communs en attendant le procès de divorce complet. Ces 15 000 $ d'épargne cachée ont été ordonnés de revenir dans l'actif matrimonial. Redirigés pour couvrir les factures d'hôpital étendues de Lila et les coûts funéraires. Dettes dont j'avais été seul responsable de payer d'avance. Zoé Barnes, sa maîtresse, a disparu de sa vie en quelques jours après que la nouvelle ait éclaté. Elle l'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, a supprimé chaque trace de leurs photos. Et a soudainement déménagé de son appartement du centre-ville. Elle n'a assisté à aucune procédure judiciaire, n'a pas offert de condoléances. N'a pas reconnu la tragédie dont elle avait indirectement fait partie. Son aventure secrète fun et décontractée est venue avec des conséquences permanentes auxquelles elle n'avait aucun intérêt à faire face. Le lieu de travail d'Ethan a découvert la négligence et le scandale public. Sa position de représentant commercial reposait fortement sur la confiance des clients et la réputation communautaire, les deux se sont effondrés du jour au lendemain. Il a été rétrogradé à un rôle horaire inférieur sans prime, sans horaire flexible. Sans commission client. La communauté de banlieue l'a ostracisé entièrement. Aucun voisin ne lui faisait signe quand il sortait. Aucune entreprise locale ne l'accueillait. Il est devenu la disgrâce silencieuse de la ville, isolé et seul avec sa culpabilité. J'ai assisté à chaque audience au tribunal seul. Je m'asseyais en face d'Ethan à chaque fois, le regardant se détériorer semaine après semaine. Il a arrêté de se raser, arrêté de bien s'habiller, arrêté d'entretenir sa maison. Il suppliait le juge pour de la clémence, me suppliait pour une réconciliation. Jurait qu'il passerait sa vie à se repentir. Mais la décision du tribunal était claire et inflexible.
Le décret de divorce final lui a retiré tous les privilèges d'actifs conjugaux. Il a été ordonné de couvrir 100% de toutes les dettes médicales et funéraires restantes. Le juge a jugé que ces 8 heures d'indisponibilité intentionnelle constituaient une négligence parentale sévère, lui interdisant définitivement tout droit de garde ou de visite future si nous avions jamais un autre enfant. Il n'y avait pas de garde partagée, pas de visite supervisée. Pas de seconde chance à la paternité pour lui. La poursuite civile pour mort injustifiée n'a pas délivré une ruine spectaculaire de style film. Il n'y a pas eu de gros paiements, pas de spectacle d'humiliation publique. La réalité du tribunal civil américain est lente, silencieuse, peu glamour. Le tribunal a jugé que sa négligence était un facteur contributif mais pas la cause criminelle. Unique, donc il a évité la prison. Il a été ordonné de payer une restitution annuelle continue au Fonds de santé pédiatrique de l'État. Pendant 10 ans, un rappel financier permanent de ce qu'il avait fait. Les gens me demandent parfois si je me sens satisfaite du résultat. Si la victoire légale a réparé ma douleur. Ça ne le fait jamais. Les décisions de tribunal ne ramènent pas les enfants morts. La restitution financière n'efface pas 8 heures d'attente seule dans une salle d'hôpital. Aucune punition ne pourrait jamais équilibrer l'échelle de ce que j'ai perdu. Je travaille toujours mon emploi administratif horaire. Je paie toujours mes propres factures, j'entretiens ma propre petite maison. Je construis ma propre vie tranquille. Je vais sur la tombe de Lila chaque dimanche matin, je lui apporte ses fleurs roses préférées. Et je m'assois dans le silence avec elle. Je ne déteste plus Ethan. La haine prend de l'énergie que je n'ai pas. Je vis juste avec l'espace vide qu'il a laissé derrière lui. Un vide permanent dans ma vie qui ne se fermera jamais. Ethan vit toujours dans notre ancienne maison de banlieue. Les voisins l'évitent toujours. Il poste des mises à jour de réseaux sociaux brisés et remplis de remords toutes les quelques semaines, suppliant pour le pardon, parlant de son regret sans fin. Il est seul maintenant, tout comme il m'avait laissé seul cette nuit-là. Mais sa solitude est un choix. La mienne est juste les conséquences permanentes de son égoïsme. Certaines nuits, je me réveille encore à minuit. L'heure exacte où j'ai envoyé ce premier texto désespéré. Je ressens encore la panique froide de cette attente de 8 heures dans ma poitrine. J'entends encore le bip plat dans l'obscurité silencieuse. La vie avance pour tout le monde d'autre. La banlieue reste calme et normale. Les factures continuent d'arriver, le travail continue de s'empiler. Les saisons continuent de changer. Mais pour moi, cette nuit ne se termine jamais vraiment. Certaines pertes ne guérissent pas. Elles deviennent juste la fondation silencieuse et permanente de qui vous êtes maintenant. C'est la vérité brute et non filtrée derrière les façades de familles de banlieue parfaites dont personne ne parle. Si vous êtes pour la responsabilité quand des choix égoïstes détruisent tout ce qui est innocent et précieux, likez cette vidéo et partagez-la largement. Abonnez-vous pour plus d'histoires réelles calmes et cachées de la vie.